Alors, merci Bérangère. Bon, je ne commenterai pas sur les Saintes Écritures. En fait, bon, comme mon titre est très vague, j'ai tout de suite précisé ce dont je veux parler. Je voudrais essayer d'éclairer le principe qui est de référence dans les négociations climatiques, qui est le principe dit de responsabilité commune mais différenciée. Alors, je ne parlerai pas tout de suite de l'Anthropocène, mais j'espère, en arrivant à la fin, pouvoir m'interroger sur le sens qu'un tel principe peut avoir si on prend, d'une certaine façon, l'Anthropocène au sérieux. Mais je partirai de la gouvernance. Je rappellerai que le terme de gouvernance est un terme employé au vocabulaire de la gestion, et qu'il est, si on l'utilise pour parler de gouvernance au niveau planétaire, c'est bien pour dire qu'il n'y a pas à ce niveau-là de gouvernement, encore moins d'État, pas de pouvoir commun capable de tenir tous les États en respect, pour paraphraser Hobbes. Pour autant, l'existence d'une gouvernance mondiale peut être interprétée suivant les deux théories en usage pour traiter des rapports internationaux, et c'est ça le sens de mon titre très vague. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a bien une gestion globale des affaires climatiques, qu'elle peut être réglée en efficacité, mais aussi en équité, par un certain nombre de principes, dont le principe de responsabilité commune mais différenciée est une référence importante, et on sera alors dans ce qu'il est d'usage de désigner comme une conception idéaliste de la gouvernance. Ou bien on pense que ces principes sont parfaitement inopérants et que, en fait, au niveau international, chaque État ne fait que ce qu'il veut et suit ses propres intérêts. Et c'est ça que, classiquement, on désigne sous le nom de réalisme. Donc, dans l'idée de réalisme, qu'il n'y a rien au-delà des États, que seuls leur propre intérêt sert de règle aux États, alors que, dans l'ainsi nommé idéalisme, on considère qu'un certain nombre de règles pas au-delà des États, mais assujettissant les États à des règles communes d'équité et de réciprocité, peuvent être suivies. Donc, je voudrais me procéder en 3 points. Essayer de définir, si on se place dans l'approche réaliste, de quel type de réalisme il s'agit quand on regarde les rapports entre les États dans les questions climatiques, ce qui m'amènera dans un deuxième temps donc, à étudier le principe de responsabilité commune mais différenciée, et de terminer en essayant de faire voir que le terme le plus important de ce principe, ce n'est pas, comme on le croit souvent, différencié, c'est commune. Alors, on cite souvent, et je cite Ami Dahan d'ailleurs, qui, dans son livre, parle, je la cite, la tristement célèbre résolution Byrd-Hagel, adoptée par le Sénat américain en 1997, qui mettait 2 conditions à la ratification du protocole de Kyoto. Première, donc, il n'était pas question, décidait le Sénat, je crois, à l'unanimité, il était hors de question de signer un traité qui, soit, ou causerait des dommages significatifs à l'industrie américaine, ou contiendrait des objectifs pour les pays développés sans engagement comparable pour les pays en développement. Alors, je crois que vous avez là un bon cas de réalisme, parce que le point A pose l'intérêt des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que leur industrie subisse des dommages. Donc la règle, c'est bien l'intérêt. Alors la deuxième condition peut paraître un peu différente. On peut se dire, ben voilà, il y a une formulation de réciprocité. Je fais ça si tu fais ça. Bon, ceci dit,
On sait très bien que cette réciprocité est de mauvaise foi. C'est le moment du protocole de Kyoto, hein, c'est-à-dire c'est le moment où seuls les pays qui figurent à l'annexe 1, donc les pays développés, seuls les pays qui figurent à l'annexe 1 ont des objectifs chiffrés de réduction. Donc, où est-ce que ça aboutit? La première condition, comme la deuxième, à ce que, empruntant le terme à Derrida, je qualifierais de nolonté. En ce sens que ce n'est pas la volonté de, c'est la volonté de ne pas, la volonté de ne pas signer. Or, il y a là, me semble-t-il, que ce à quoi pousse la position réaliste quand on pense que les intérêts s'y opposent, c'est ce qu'on dirait en théorie du choix rationnel, à faire défection. Et c'est en ce sens que le réalisme des négociations climatiques est différent des types classiques de manuels de réalisme, puisque quand on définit le réalisme dans les manuels de droit international, on cite Thucydide et on cite ce moment où, dans la phase impérialiste de l'histoire athénienne, les Athéniens s'adressent aux Méliens, qui sont les habitants d'une petite île qui se trouve entre Sparte et Athènes, et qui veulent rester neutres. Et les Athéniens leur disent « Vous ne pouvez pas rester neutre, ou bien vous vous soumettez, ou bien vous mourrez. » Et ils mourront à la fin, enfin tous les hommes mourront. Les femmes et les enfants seront réduits en esclavage. Et les Athéniens, avant de leur expliquer ce qu'ils allaient leur faire, aux Méliens, les Athéniens leur disent « Il n'y a qu'une loi, c'est celle des rapports de force. Le plus fort l'emporte, c'est ça la loi. » Donc, le réalisme, et c'est tout, je veux dire, Hobbes, ça traduit Thucydide, enfin c'est toujours repris après comme référence, le réalisme marque une politique agressive d'imposition de la volonté, donc de puissance et d'affirmation. Nous sommes dans la question climatique, pour des raisons qui tiennent au rapport climatique, à une position différente où l'intérêt n'est pas à l'expansion, mais l'intérêt est à faire défection, à faire retrait. Pourquoi? Parce que si l'on cherche à contrôler la politique, si on cherche à dépasser le niveau d'affrontement des intérêts, il ne s'agit pas de règles visant à contenir la compétition, de façon à ne pas la laisser dégénérer en agression, mais il s'agit d'obtenir une coopération. Les négociations climatiques visent à obtenir la coopération. C'est pourquoi elles ne peuvent pas se contenter, à la différence des règles qui maintiennent la compétition, elles ne peuvent pas se contenter simplement de règles négatives, ne pas nuire, elles doivent poser des règles positives, et c'est justement ce que cherche à remplir le principe de responsabilité commune, mais différenciée. Donc venons-en à ce principe. Donc on voit tout de suite, simplement tel que j'ai essayé de l'introduire, que ce n'est pas un principe purement formel comme un principe de réciprocité, hein, fais ce que je fais, ou ne fais pas ce que je ne fais pas, ou ne me fais pas ce que je ne te fais pas. C'est un principe qui a un contenu, et on s'en rend compte si on cite plus largement le passage dans lequel il est contenu, le passage de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, donc de 1992. Je le cite de façon plus large, où il est dit « Le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à l'action internationale. » Donc il s'agit bien de coopération. Et donc ils participent à une action internationale efficace et appropriée selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique. Donc c'est bien un principe qui fait référence à une situation, à une analyse de situation, et ce n'est pas simplement l'indication d'une procédure, ce qui est souvent le plus simple pour aboutir à un résultat juste. On dira que c'est procédural quand
c'est le résultat, ce qui importe, c'est de suivre la procédure, et le résultat est juste du moment que la procédure est suivie. Là, il y a un contenu. Donc, je dirais, il y a à passer d'une situation descriptive à des critères normatifs et de façon à les appliquer. Donc, c'est d'une certaine façon beaucoup plus compliqué. Disons, alors je reprends le principe tel qu'il est, je l'ai très rapidement remis dans un contexte. Responsabilité commune mais différenciée à leurs capacités respectives, c'est-à-dire que la situation est caractérisée comme une situation d'inégalité. Or, le passage suivant, le passage au normatif, c'est celui qui pose que les inégalités peuvent être des injustices et donc cherche à corriger ces injustices pour rétablir une justice. Et donc, on est très précisément, avec ce principe de responsabilité commune mais différenciée, dans un cas, je reviens à l'infamant, à la tristement célèbre résolution, où justement un principe de simple égalité, je ne ferai quelque chose que si tu fais la même chose, où cette égalité n'est pas une équité. Donc, pour que la règle générale d'égalité donne un résultat d'équité, de justice, il faut tenir compte donc des différences. Mais quand on regarde la façon dont on va tenir compte de ces différences, on se rend compte que, effectivement, le principe ayant un contenu, ce contenu, et renvoyant à une description, ce contenu peut être facilement, et presque nécessairement controversé. Je redonnerai encore un peu plus précisément le contexte. Bon, ces responsabilités communes mais différenciées, avec des pays qui ont des capacités respectives différentes, une situation sociale et économique. Bon, on est dans une situation qui est fortement polarisée entre le Nord et le Sud. Je répète, un peu plus tard, ça va être 1997, Kyoto, l'annexe 1, la distinction entre les pays développés et les pays non encore développés. Donc une forte polarité, une situation profondément différente. Et le terme de responsabilité, les responsabilités communes mais différenciées, repris qu'il est dans l'idée de capacité, renvoie en fait à deux types de responsabilités, ou disons à deux conceptions de la responsabilité. La première qu'on peut dire, qui est la plus classique, qu'on peut dire la conception rétrospective de la responsabilité, qui vise à attribuer une action passée à des auteurs. Alors là, dans la polarisation nord-sud, ça veut dire quoi? C'est la question qu'on dit de la responsabilité historique. Et bon, ça a été dit ce matin en différents endroits, et bien ailleurs que ce matin, du fait que les pays occidentaux, européens et d'Amérique du Nord ont, dans le changement climatique en cours, une responsabilité historique marquée. On vient de parler de révolution industrielle. Et tout ça s'est passé dans les pays du Nord. Donc, tenir compte des différences, c'est d'une part tenir compte d'un poids, d'une contribution extrêmement inégale au changement climatique, mais, allusion aux capacités respectives, on peut prendre aussi responsabilité dans un deuxième sens, qui est où on va me dire que je suis organisatrice de ce colloque, donc que j'en ai la responsabilité. Ça veut dire que c'est une responsabilité prospective vis-à-vis de ce qui va se passer, et que donc là, on ne se contente plus d'attribuer des responsabilités par rapport à ce qui s'est passé, mais on va fixer des tâches. Responsabilité et devoir sont à peu près synonymes à ce niveau-là. On va fixer des tâches, on va répartir, ce qu'en anglais on va appeler burden, fardeau, on va répartir le fardeau suivant entre les différents pays, là aussi en tenant compte des différences ou des inégalités, suivant les capacités respectives dans des situations sociales et économiques différentes. Donc on voit qu'il y a à la fois, je dirais, une question de justice corrective. Comment est-ce qu'on va prendre en compte cette injustice qui est que tout le monde souffre, et certains souffrent plus que d'autres, d'un changement climatique qu'un petit nombre a créé? Et puis,
Donc il y a là un problème, quelque chose à redresser. Et puis d'autre part, une justice de type distributif, comment est-ce qu'on va répartir les tâches suivant les capacités des différents pays. Et pour dire que, vu le contenu qu'a immédiatement le principe, ça ne peut être qu'objet à controverse, je rappellerai, je ferai référence simplement à deux possibilités et qui ont donné des existences de controverses. C'est qu'à partir du moment où, à Kyoto, mais même avant, on prend comme année de référence pour calculer les attributions de permis à polluer, on prend 1990 comme année de référence, eh bien, c'est une façon d'effacer la responsabilité historique des pays du Nord, puisqu'on va partir de 1990 comme si c'était une situation parfaitement naturelle. Premier sujet de controverse. Autre sujet de controverse, je vous dis, il y a un problème de passé d'une justice corrective. Comment est-ce qu'on va redresser cette inégalité que ceux qui souffrent le plus du changement climatique, ce sont ceux qui ont le moins contribué? Eh bien, on proposait un certain nombre de philosophes ou plus de praticiens. C'est possible si on traduit la question de responsabilité historique en principe pollueur-payeur. Il existe, c'est un autre principe juridique, mais à ce moment-là, on peut considérer qu'on dilue d'une certaine façon la responsabilité historique et surtout, on ne va pas la qualifier au niveau où elle doit être qualifiée. Pollueur-payeur. Payeur, qu'est-ce qu'il s'agit de payer exactement? Et c'est pourquoi j'en viens à l'idée que j'avais annoncée que... 5 minutes? Allez, 5 minutes. J'en viens à l'idée, je vais essayer de faire ça en 5 minutes. J'en viens à l'idée que j'avais annoncée que finalement, la question la plus importante, c'est pas responsabilité différenciée. Bon, on peut se dire, on est dans une situation d'inégalité, il faut passer de l'égalité à l'équité, c'est différencié qui est important. Je dirais commune, c'est ça le terme important, et c'est ça le terme qui fait problème, et je terminerai là-dessus. J'ai dit, si on prend la fameuse, tristement célèbre résolution, etc., les États-Unis font défection. Ils peuvent avoir intérêt à faire défection. On peut participer à des négociations de façon à imposer à tous des contraintes communes, et puis ensuite se retirer de la négociation, et comme ça, les autres subissent les contraintes, et soi-même, on a les avantages et on n'a pas les contraintes. C'est ce que, dans le vocabulaire technique toujours des théories du choix rationnel, on appelle free rider, en anglais, passager clandestin, donc celui qui profite du voyage sans en payer le prix. Simplement, et pour terminer là-dessus, enfin pour finir là-dessus et poser la question, pour qu'il y ait un passager clandestin, il faut qu'il y ait un bateau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu suffisamment de coopération pour qu'un bateau ait été produit. Autrement dit, le passager clandestin suppose une communauté préalable. Or, l'hypothèse que je voudrais faire pour terminer, c'est que la question n'est pas celle du passager clandestin, de la communauté préalable, et je proposais de traduire free rider plutôt que par passager clandestin, de le traduire par celui qui fait cavalier seul, c'est-à-dire celui qui se promène en état de nature, là où il n'y a pas de communauté. Et c'est là, si vous voulez, qu'il y a la différence entre responsabilité historique et pollueur-payeur, c'est que le pollueur-payeur, il pollue une communauté dont il reconnaît l'existence, il est prêt à payer. La responsabilité historique, c'est faire apparaître que l'attitude des pays du Nord, ça a été de faire comme s'il n'y avait pas de communauté, de traiter les autres pays comme si, hommes et choses d'ailleurs, ils n'existaient pas, ils n'avaient
ils n'existaient pas en relation commune avec ceux qui tiraient parti d'eux. Je rappellerai ce que dans son livre, Mike Davis, dans Victorian Holocaust, raconte comment, au pire moment d'une famine en Inde, alors que le riz part par bateau entier vers l'Angleterre, quelqu'un va voir le vice-roi des Indes et lui dit quand même, il y a des Indiens qui meurent de faim, on pourrait peut-être leur envoyer des ballots de riz. Et le vice-roi des Indes lui dit, mais enfin, on n'est pas venu en Inde pour aider les Indiens, on est venu en Inde pour avoir de l'argent. Donc, traiter les Indiens comme le riz, comme des choses dont on se nourrit ou qu'on fait travailler, mais qui n'ont avec lequel on n'a aucune communauté. Et, bon, je termine pour dire que, bon, c'est pour ça que responsabilité commune mais différenciée, je pense que le terme important est celui de commune parce qu'il pose, et c'est ça pour moi, selon moi, l'enjeu des négociations climatiques, y a-t-il ou n'y a-t-il pas une communauté? Et c'est en ce sens que peut-être, parce qu'il pourrait peut-être y avoir une communauté, l'expression de réalisme, il faut peut-être revenir dessus. À la fin des années 50, quand Raymond Aron écrit « Paix et guerre entre les nations », c'est un excellent livre, il oppose, dans cette opposition entre réalisme et idéalisme, il oppose le réalisme à ce qu'il appelle l'illusion idéaliste. Je me demande si tout ce débat, alors c'est conflictuel, ça a un contenu, c'est politique, mais ça existe. Autrement dit, il n'y a pas que des intérêts qui s'affrontent, et il ne faudrait pas parler d'un réalisme illusoire ou d'une illusion de réalisme et de la possibilité d'une réalité, peut-être pas de l'idéal, mais disons des règles. Merci.